Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 19 décembre 2024, épisode 130. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, LastPass ciblé à nouveau. Un casse numérique de 5,4 millions de dollars. Des hackers ont exploité une faille critique non corrigée dans LastPass permettant un détournement de fonds significatif via l'exfiltration de données de portefeuille numérique. Upfish exploite les outils HubSpot pour des campagnes de phishing ciblées. APT29 cible des victimes de haut niveau dans une nouvelle campagne de cyberespionnage. Le groupe russe APT29, alias Kozibar, affilié au SVR, intensifie ses attaques en utilisant des malwares furtifs pour compromettre des réseaux critiques. Enquête américaine sur des failles critiques sur les routeurs TP-Link. Une vulnérabilité majeure dans les routeurs TP-Link pourrait être exploitée pour l'espionnage et le détournement de trafic. Le gouvernement américain a ouvert une enquête. Le CERT ukrainien, nouvelle vague d'attaques ciblant des infrastructures critiques ukrainiennes, des cyberattaques coordonnées exploitant des vulnérabilités connues visant des systèmes essentiels en Ukraine. Et enfin, 3 nouvelles alertes critiques émises par l'ANSSI sur Apache Tomcat, Xen et Elasticsearch. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de celui-ci. Selon un article publié sur Clubic, une attaque récente exploitant une faille de sécurité de LastPass a permis le vol de 5,36 millions de dollars en crypto-monnaie. Il faut savoir que cette attaque s'inscrit dans une série d'incidents similaires survenus en octobre 2023 et février 2024, portant le total des fonds détournés à environ 16 millions de dollars. Les cybercriminels ont utilisé les données compromises issues de coffres-forts LastPass, incluant des phases de récupération et des clés privées associées à des portefeuilles de crypto-monnaies. Il faut savoir, ça revient à ce qu'on voit dans les fuites de données et dans les compromissions de systèmes d'information. Quand vous êtes victime un jour, vous êtes victime toujours. C'est-à-dire qu'ils vont revenir. Si en plus ça a marché, ils ont pris de l'argent, ils n'ont aucune raison de ne pas revenir. Une fois que ces informations ont été obtenues par les attaquants, ils ont transféré les fonds en Ethereum avant de les convertir en Bitcoin via des plateformes d'échange instantanées rendant leur suivi beaucoup plus complexe. Zach XBT, un analyste blockchain reconnu, a indiqué que les impacts de la faille de LastPass sont toujours visibles près de 2 ans après la découverte initiale de l'incident. Vous vous rendez compte, ça fait 2 ans qu'ils ont l'incident, ils y travaillent fortement mais c'est pas corrigé. Ce chercheur alerte particulièrement les utilisateurs qui auraient stocké des informations sensibles comme des phrases de récupération ou des clés privées dans LastPass en les incitant à transférer immédiatement leurs actifs numériques vers des portefeuilles sécurisés. L'article de Clubic souligne également des risques accrus liés au stockage d'informations critiques dans les gestionnaires de mots de passe basés sur le cloud. Alors, l'astuce du jour, c'est quand même de mettre votre coffre-fort électronique dans le cloud avec un conteneur Z ou du PGP. Et vous utilisez quoi ? Hacker News remonte qu'une campagne de phishing nommée Upfish par Unit 42 de Palo Alto Networks a ciblé environ 20 000 utilisateurs européens dans les secteurs de l'automobile, de la chimie ou de la fabrication de composants industriels. Les attaquants ont exploité le service HubSpot Freeborn Builder pour créer de faux formulaires utilisés comme vecteurs d'attaque. Les victimes recevaient des courriels de phishing imitant DocuSign, les incitant à consulter un document. Ces courriels contenant des liens vers des faux formulaires HubSpot, redirigeant ensuite vers une page contrefaite de connexion d'Office 365 à Outlook Web App, conçue pour dérober les credentials, les identifiants et les mots de passe des utilisateurs. Unit 42 a identifié au moins 17 formulaires hotspot actifs utilisés pour rediriger les victimes vers différents domaines contrôlés par les attaquants, dont une majorité était hébergée sur le domaine du premier niveau .buzz. Les attaquants ont également utilisé des services d'hébergement VPS dits Bulletproof pour héberger leur infrastructure malveillante. Après avoir compromis un compte, les attaquants ajoutaient un nouvel appareil sur leur contrôle pour maintenir un accès persistant. Très beau boulot de la part de Unit 42 de Palo Alto Networks. Le groupe APT29 fait encore parler de lui. Également connu sous le nom de Kozibar, la dernière fois je me suis fait charrier quand j'ai dit Kozibar, donc c'est Kozibar, a récemment mené des cyberattaques sophistiquées en utilisant des fichiers des configurations RDP malveillants. On reste sur du classique, mais tant que ça marche, on va continuer. Ces attaques ont ciblé des gouvernements, des forces armées, des think tanks, des chercheurs universitaires et des entités ukrainiennes. La méthode employée, qu'on appelle le Rogue RDP, s'appuie sur l'outil open source Pi RDP, un projet Python conçu pour intercepter et manipuler les connexions RDP. Ces protocoles ont débuté
Quoi, ces campagnes ont débuté dès août 2024, donc on en avait déjà un petit peu parlé, mais tant que ça marche, les attaquants, ils continuent, que ce soit aussi bien pour des campagnes d'espionnage que de compromission ou du cybercrime pur et dur, on va pas se priver. Donc on repart sur le même process, on fait des emails de spear phishing qui contiennent des fichiers RDP malveillants, et elles sont toujours actives malgré plusieurs alertes et articles dans les différents médias. C'est-à-dire que c'est pas le fait que d'informer, si on ne fait pas, en plus de la sensibilisation, des corrections, qu'on met pas à jour certaines règles lors des connexions vers l'extérieur, c'est mort. Lorsqu'une victime ouvre l'un des fichiers, son système établit une connexion RDP sortante vers un serveur contrôlé par les attaquants via un relais paille RDP. Ce serveur va usurper le comportement d'un serveur RDP légitime, permettant aux attaquants de prendre le contrôle partiel de la machine de la victime. C'est une technique qui va permettre aux attaquants d'accéder au système des victimes, d'effectuer des opérations sur les fichiers, d'injecter des charges malveillantes, tout en restant discret et n'en installant pas de logiciel malveillant personnalisé. On va faire de la connexion persistante sur les systèmes compromis. Les attaquants utilisent également des couches d'anonymisation, telles que des nœuds de sortie Tor, des proxys résidentiels ou des services VPN commerciaux, pour contrôler les serveurs RDP et accéder aux serveurs de messagerie légitimes utilisés pour envoyer les emails de spear phishing. Bref, il faut filtrer vos connexions sur les serveurs RDP. On apprend par plusieurs sources, dont The Register, que les autorités américaines envisagent d'interdire les routeurs TP-Link, un fabricant chinois détenant environ 65% du marché américain des routeurs pour particuliers et petites entreprises. Cette décision fait suite à des préoccupations de sécurité nationale liées à des cyberattaques. Des enquêtes menées par le département du commerce, de la défense et de la justice ont révélé que des acteurs soutenus par le gouvernement chinois ont compromis des milliers de routeurs TP-Link pour mener des attaques par injection de mots de passe contre des organisations en Amérique du Nord et en Europe. C'est bizarre, on voit pas ça chez nous en France, hein? Quand est-ce qu'on verra les ministres, au lieu d'essayer de trouver un boulot à vie et de se promener en Falcon 50, se mettre à faire vraiment des choses intéressantes? Bon, donc ces attaques ont ciblé des groupes de réflexion, ce qu'on appelle des think tanks, des organisations gouvernementales, non gouvernementales, des cabinets d'avocats, des entreprises du secteur de la défense. Il faut savoir que les routeurs TP-Link sont souvent livrés avec des vulnérabilités de sécurité non corrigées, les rendant susceptibles d'être exploités par des acteurs malveillants. De plus, la société a été fortement critiquée pour son manque d'engagement avec les chercheurs en sécurité concernant ces failles. En réponse, TP-Link a exprimé sa volonté de collaborer avec le gouvernement américain pour démontrer que ces pratiques de sécurité sont conformes aux normes de l'industrie et pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale. Nous allons rester positifs et bienveillants. C'est quand même bizarre, quand on parle d'embargo et de pognon, on se met à coopérer, alors que beaucoup de chercheurs de cybersécurité ont remonté auprès du Congrès et des différents ministères américains que TP-Link ne répondait jamais à leurs demandes. Le CERT-UA, le CERT national ukrainien, a détecté une campagne de cyberattaque ciblant des organisations ukrainiennes. Les attaquants ont utilisé des emails de phishing contenant des pièces jointes malveillantes au format docx. Ces documents Word contenaient des macros malveillantes qui, une fois été activées, téléchargeaient et exécutaient un fichier exécutable nommé update.exe. Ce fichier était en réalité une variante du malware Cobalt Strike Beacon, permettant aux attaquants de prendre le contrôle à distance des systèmes infectés. Les emails de phishing étaient conçus pour sembler provenir d'organisations gouvernementales ukrainiennes avec des sujets tels que mise à jour urgente des politiques de sécurité. Les attaquants ont utilisé des techniques d'usurpation d'adresses email pour masquer l'origine réelle des messages. Les pièces jointes malveillants exploitaient des vulnérabilités connues dans Microsoft Word, notamment la CVE 2023-4047 permettant l'exécution de codes arbitraires. Une fois le malware installé, les attaquants pouvaient exécuter des commandes système, exfiltrer des données sensibles et déployer d'autres outils malveillants. Bien entendu, le CERT-UA recommande de mettre à jour tous les logiciels vulnérables, de sensibiliser les employés au risque de phishing et de mettre en place des solutions de sécurité capables de détecter et de bloquer les macros malveillantes. Je vous recommande l'article du CERT ukrainien. Il y a des IOC qui sont librement accessibles. C'est intéressant. Alors c'est en ukrainien, il faudra le traduire, etc. Mais pas mal. C'est le bon niveau d'alerte. C'est-à-dire que vous avez l'alerte, vous avez le mode opératoire, mais surtout vous avez des IOC. C'est-à-dire que tout de suite c'est activable. Enfin, selon les avis publiés par le CERT-FR le 18 décembre 2024, plusieurs vulnérabilités ont été identifiées dans Apache Tomcat, Xen et les produits élastiques. Concernant Apache Tomcat, les versions 10.1.x antérieures à 10.1.34 et 9.0
antérieures à la 9.098 sont concernées. Ces vulnérabilités permettent une exécution de code arbitraire à distance et un déni de service à distance. Les correctifs sont disponibles dans les bulletins de sécurité de l'éditeur. On patch. Pour Xen, toutes les versions sans les derniers correctifs de sécurité sont affectées. Les vulnérabilités permettent un déni de service à distance et une atteinte à la confidentialité des données. Les correctifs sont détaillés dans les bulletins de sécurité de Xen, le XSA 465 et le XSA 466. Et enfin, pour les produits élastiques, les versions 8.16 antérieures à la 8.16.2 d'Elasticsearch sont concernées. La vulnérabilité permet une atteinte à la confidentialité des données et un contournement de la politique de sécurité. Tous les correctifs sont disponibles dans le bulletin de sécurité élastique ESA 2024-46. Il est recommandé de consulter tous ces bulletins de sécurité des éditeurs pour appliquer les correctifs nécessaires. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 19 décembre touche à sa fin. Il est 7h30 du matin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser vos avis. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur les répondeurs de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. On sera le week-end bientôt. Cool. Au revoir.